Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus pour la reprise de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, nous avons le plaisir de recevoir un amoureux, une amoureuse de la lecture. En l'occurrence, cet après-midi, c'est une amoureuse que nous connaissons bien, qui n'avait pas pu être avec nous pour la fin, mais chose promise, chose due, donc nous lui avons promis d'être là pour le début. Donc nous disons bonsoir. Oui, bonsoir à vous, à tous et à toutes, et puis merci aussi à l'équipe qui m'accueille, et puis c'est avec plaisir que je viens ici et puis je partage cette passion de la lecture. D'accord, donc je remercie grandement et Zouk TV, puis son équipe de direction. Pour une nouvelle année, bonne et joyeuse année. Merci beaucoup. Donc, vous aurez reconnu Madame Marie-Laurence Delors. Donc, merci Marie-Laurence d'être avec nous. Et comme d'habitude, comme on ne va pas changer, nous allons voyager dans la Martinique d'avant. On va peut-être se projeter dans la Martinique d'après, aux Antilles, dans le monde. On fera bien sûr le lien avec l'actualité, puisque le but du livre est de nous aider, non pas à rester dans le livre, mais à voir comment on peut faire les liens, les connexions avec notre monde actuel. Tout à fait, Ludovic, merci. Donc, Marie-Laurence, de quoi vas-tu nous parler cet après-midi? Je vais parler de Joseph Zobel. Celui que Raphaël Confiant appelle le nec totémique. Et voilà, je préfère reprendre ce qu'il dit de Zobel, qui est un très grand. Il dit la chose suivante. Zobel, il s'interroge sur le nom de Zobel, que signifie ce mot. Un mot qui n'est ni français comme Césaire, ou Damas, ou Fanon, ni africain comme Senghor. C'est un mot créole. C'est pourquoi on peut dire que Zobel, c'est le précurseur de la créolité. C'est pourquoi il dit mot créole, patronyme de tout à faitement. Créole par cette langue, forte emprunteuse, elle a su aussi, comme toutes les langues du monde, former ses propres vocables. Zobel veut dire l'éclat de verre, éclat de bois, éclat de soleil. Tel est bien le lexique de l'auteur et qui nous indique que Zobel, c'est celui qui a appris et qui a commencé à construire et à déconstruire le rapport trop évident, entre guillemets, entre l'origine et l'identité. Alors je cède la parole à Raphaël Confiant. Il dit, il avait acquis cette capacité inouïe d'habiter plusieurs identités. Nous sommes dans l'actualité, à la fois tantôt français, tantôt africain, tantôt créole, parfois cévenol, parce qu'il a terminé sa vie dans les Cévennes, et c'est pourquoi il dit, il y a eu un grand colloque, le cœur en Martinique et les pieds, n'est-ce pas, dans les Cévennes. Donc c'est pourquoi il dit parfois cévenol. Donc on va pouvoir dire que Zobel, on l'oublie, il n'y a aucune raison de l'oublier, d'autant plus que aujourd'hui, dans le programme de français, on a toute une partie concernant l'autobiographie. Et La Rue Cazenègre, c'est un roman autobiographique. D'accord? Donc, quelques mots pour rappeler quand même un certain nombre de choses. Zobel naît en 1915, n'est-ce pas? D'origine très modeste. Sa mère, on appelle à l'époque Jean de Maison, et son père est chauffeur dans une habitation. Sa mère, ne pouvant pas l'élever, l'envoie chez sa grand-mère à Rivière-Salée. D'accord? Donc, il vit avec sa grand-mère. Donc, sa grand-mère s'appelle Amantine, et puis
on la surnomme Mantine. Donc, et le héros, c'est José. José. Alors, le titre, la oui, case nègre. Ça prend S à oui, à case et nègre aussi. Alors, il faut savoir que dans les habitations, il y avait une rue principale, sur toutes les habitations. Une rue principale, et cette rue principale, sur toutes les habitations, s'appelait rue Cazenègre. Pour bien signifier que autour de cette rue s'alignaient, n'est-ce pas, les cases. Les cases qui des nègres. Alors, comme ce samedi, mais comme c'est en différé, donc ce sera passé, mais le 17, il y a des journées du patrimoine. Alors, il y a une rue Cazenègre qui est relativement complète, c'est celle de la poterie des Trois-Îlets. D'accord? Donc, elle devrait être réhabilitée, mais bon, faute de projet, faute de fonds, ben, elle est toujours présente, mais elle se dégrade. Et c'est important, dans le cadre de ces journées du patrimoine, de rappeler. Donc, c'est un roman autobiographique, on va dire, qui présente la société post-esclavagiste. Qu'est-ce que l'univers? L'habitation, c'est la loi du profit. Et Mantine subit cette loi. Et donc, quand on regarde, il y a l'univers de l'habitation. Qu'est-ce qui caractérise cet univers? C'est la magie. D'ailleurs, le voisin de Mantine initie plus ou moins José à l'aspect magique de notre tradition. Et puis, il y a l'asservissement au profit. C'est-à-dire que Mantine, elle se serait laissée mourir si elle n'avait pas eu José. Sa vie tourne autour de José. Et c'est un roman poignant d'amour, d'affection et de tendresse parce que, à travers Mantine, c'est aussi le rôle des mamies. Et ce rôle-là, c'est un rôle éducationnel. Je précise ce que c'est que l'éducation, parce que éduquer, c'est pas la même chose que enseigner. Pour qu'un enseignant puisse enseigner, il y a une condition. Il faut que l'éducation soit faite à la maison. Quand c'est un élève qui souffre d'un manque d'éducation, 2 élèves, on gère. C'est-à-dire que la classe, l'enseignant prend en charge. Mais quand le nombre est relativement important, c'est là où commencent les difficultés de la transmission de l'enseignement. Donc, éduquer, ça veut dire prendre soin, ça veut dire élever, ça veut dire surtout les soins non seulement corporels, mais un soin affectif. C'est ça, éduquer. C'est apporter des valeurs. Et ces valeurs-là, ce n'est pas simplement des valeurs de politesse, c'est aussi des valeurs morales. Parce que quand au fond, Mantine, c'est l'honnêteté. Ça ne viendrait pas à l'esprit de José de, on va dire, copier. Ça ne viendrait pas à prendre la copie de son voisin, etc. Non, non. Parce que cet univers-là, c'était aussi une transmission de valeurs morales. Et la première valeur morale, c'est l'honnêteté. Et la deuxième, c'est le travail. Et cette honnêteté n'était pas, on va dire, abstraite. Elle se concrétisait par l'engagement de Mantine à travers l'éducation qu'elle a donnée à José. D'ailleurs, Zobel, s'il devait revenir en Martinique, parce qu'il n'est pas revenu, sa grand-mère a eu le temps de mourir, il avait dit qu'il reviendrait pour loger sa grand-mère auprès de lui. Pas sa mère, sa grand-mère. Oui, puisqu'il a passé davantage de temps avec la grand-mère. Comme un certain nombre d'enfants, de jeunes en Martinique, aux Antilles ou dans d'autres pays du monde qui, effectivement, leur grand-mère a eu cette fonction, on va dire, maternelle pour eux. D'éducation. Alors, je disais que l'univers de l'habitation, c'est l'univers de la magie, mais de l'asservissement.
Alors, à la page 57, c'est vrai que l'esclavage a été aboli. Les descendants d'esclaves sont des hommes libres. D'accord? Pourquoi? Parce que, ils ont la liberté, mais ils travaillent quand même, ils continuent à travailler comme des bêtes de somme. Donc, en apparence, les choses ont changé, mais dans le roman de Zoubel, et à travers M. Médouze, on voit que le monde est divisé en deux. Et il le dit de la façon suivante à la page 57. Alors, il dit « Quand je suis revenu de l'ivresse de la libération, je dus constater que rien n'avait changé pour moi ni pour mes compagnons de chaîne. Les béquets gardaient la terre, toute la terre du pays, et nous continuions à travailler pour eux. La loi interdisait de nous fouetter, mais elle ne les obligeait pas à nous payer comme il faut. » D'accord? Donc, c'est à la page 57 du roman, et il continue en disant « J'étais jeune, disait mon père, lorsque tous les nègres s'enfuirent des habitations parce qu'on avait dit que l'esclavage était fini. Mais moi aussi, je gambadais de joie et je parcourus toute la Martinique en courant, car depuis longtemps, j'avais tant envie de fuir et de me sauver. » C'est-à-dire que quand M. Médouze dit ça, en réalité, il nous fait voir comment on gardait, après l'esclavage, ce désir puissant de liberté qui ne trouvait pas à s'exprimer dans sa totalité, puisque l'univers de l'habitation, c'est un univers de profit, où on est payé à quelques sous pour un travail immense réalisé. Oui. Non. Effectivement, il y a les changements sont progressifs. C'est-à-dire le fait d'avoir déclaré la liberté est une chose, mais dans les habitudes, effectivement, comme tu dis, les anciens esclaves ont continué de pratiquer la même ou les mêmes activités. Oui. Sauf que, effectivement, comme tu as dit, les coups de fouet n'étaient plus autorisés. Ouais. Le travail restait quand même très difficile. Très difficile. Et surtout, vu la modique somme qu'il recevait, voilà, on peut se poser des questions, s'interroger sur le traitement des travailleurs, des conditions de travail, des conditions sociales de l'époque. Oui, et la figure de Mantine, c'est la figure de cette mamie qui est digne, généreuse et qui donne le seul sens à cette vie de labeur, c'est de sortir José de l'habitation. J'entends beaucoup de gens parler de diplôme, etc. Oui. Mais enfin, il faut bien s'imprégner de ce roman. L'enfer, l'éducation et l'enseignement étaient d'abord pour sortir de l'enfer de l'habitation. C'est pas pour le diplôme, il fallait réussir. Et c'est d'ailleurs pourquoi Zoubel part, parce qu'il dit « j'ai des opportunités ». Donc, il part, il laisse sa femme et ses 3 enfants, d'accord, 1 an après, donc ça se passe en 46, hein, et dans les lettres, il dit comment c'est difficile. Alors, je vais lire certains courriers, mais je reviens à Mantine. Elle travaille encore et toujours, et elle se tue au travail pour sortir José. Mais même si ce travail est harassant, elle n'oublie pas la question des valeurs. Oui, justement. Et des principes. Oui, vas-y. Par rapport à Mantine, effectivement, je me rappelle, j'ai lu la première fois le roman. J'avais quel âge? Peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et le regard que j'ai de Mantine aujourd'hui est différent. Et ça m'a fait sourire quand tu as dit que
Mantine donne une tonalité de tendresse, d'affection, toutes ces choses-là. Alors que moi, quand j'étais petit, je voyais Mantine, elle était dure. Pour moi, c'était une mamie dure. Oui, mais José le pensait aussi au départ. Il le dit parce que quand ses amis sont venus chaparder chez Mantine et puis ravager tout ce qu'il y avait, casser tout ça, il se disait, mais j'aurais du bâton. J'aurais du bâton. D'accord. Ah oui, mais... il trouvait que Mantine était extraordinairement avec beaucoup de principes. Quels sont ces principes? Ne jamais dire bonsoir à une personne que l'on rencontre en chemin lorsqu'il commence à faire nuit. Parce que si c'est un zombie, c'est ça la magie. Parce que si c'est un zombie, il porterait ta voix au diable qui pourrait t'enlever à n'importe quel moment. C'est ça l'univers magique. Deuxième principe, toujours fermer la porte lorsqu'on est à l'intérieur de la case le soir, parce que les mauvais esprits pourraient lancer après toi des cailloux qui te laissent une douleur toute la vie. Troisième principe, quand la nuit tu sens une odeur quelconque, ne pas en parler car ton nez pourrirait comme une vieille banane. Ensuite, ne jamais te laisser fixer par un chien lorsque tu manges. Donne-lui une miette et chasse-le afin que tu n'aies pas des clous à la paupière. Et tous, nous gardions bien d'approcher la quimboiseuse afin d'éviter les maléfices. Donc, ça a traversé ce principe magique. Mais quand on regarde aussi l'amour qu'elle donne aussi, parce que quand il descend au bourg, elle lui fait à manger. Elle lui pose sa gamelle. Oui. D'accord? Elle lui pose sa gamelle. Elle lui achète des vêtements du dimanche. Donc, défense de salir le vêtement. On peut interpréter ça comme une rigueur, on va dire, et un manque d'amour. Mais en réalité, ce qu'il fallait, elle savait à quel prix. Le vêtement ne le ramassait pas par terre. Hein. Parce qu'il faut bien voir qu'il n'y avait pas de matelas. Hein. Ce sont des haillons en forme de matelas, et puis bon, on se couche et on fait sa couche, et ensuite après, on enroule. C'est ça. C'est-à-dire que la notion d'ordre, c'est pas parce que tu n'as rien que tu mets le chaos, le désordre dans une maison. Et là, il y avait un ordre. La terre battue était balayée. Aujourd'hui, les gens disent « Ah, mais c'est de la terre battue, on laisse les feuilles s'accumuler. » Non, on balayait. Et Mantine s'appliquait à faire ce travail et montrer à son petit-fils comment il fallait respecter la propreté, l'ordre de la maison. Alors, c'est vrai aussi que quand on regarde aussi, donc, dans ce roman autobiographique, on regarde aussi que José avait des amis à l'époque. Ah oui. Et l'amitié, il a gardé l'amitié juste, même quand il était parti. C'est ce qui fait la différence. Un copain, c'est pas un ami, comme moi je dis aux élèves. Un copain, c'est celui avec qui on fait la fête. On va danser, on va prendre un coup, on fait des conneries. Bon. Un ami, ça suppose un don de soi, un respect mutuel et le profond désir de donner le meilleur de soi dans l'amitié. Et c'est pourquoi il a souvent écrit à son ami à part. Pendant qu'il était en France, il lui a écrit des lettres pour lui montrer quelle était sa vie. Autrement dit, la distance n'abolit pas l'amitié. C'est un sentiment puissant d'appartenance et d'empathie avec l'autre. Donc, justement, c'est parce qu'on confond l'amitié et le copinage
que parfois on peut se laisser aller à faire des confidences à celui qui n'est pas mon ami. Et ça donne des choses effroyables concernant le harcèlement sur le net, etc. Donc, ne pas comprendre qu'un copain, c'est pas un ami, eh bien, c'est quand même difficile. Difficile d'assumer parfois des conséquences qui peuvent être douloureuses. Et là, l'univers de l'habitation forgeait des amitiés durables. Parce que on prenait des coups ensemble, personne ne descendait personne, d'accord? Tout le monde était soudé, d'accord? Et puis, on se partageait. Dans l'amitié, il y a un partage. Si tu as un morceau de pain, bon, on va partager. Donc, c'est pas, ça c'est ta main, ça c'est ta... Non, on partageait. Et ça a été un déchirement quand il a dû aller à l'école et laisser ses amis sur l'habitation. En réalité, ce roman-là nous montre que plus on s'élève, plus on s'éloigne de son milieu. Et c'est ça encore aujourd'hui. Autrement dit, Mantine arrache José de l'enfer de l'habitation, mais aussi, en même temps, elle l'éloigne de son milieu. Ce milieu modeste, etc., et de don de soi, et d'empathie avec les autres. Et Mantine et Zobel, José, en quelque part, ils savent ce que un sou signifie. Le sens, la valeur des choses. Et c'est si vrai que il y a comme dans le rapport à l'autre une forme de distance. Lorsque José descend, on va dire comme ça, au bout pour aller à l'école primaire, donc il y a une dame qui le récupère et qui lui fait à manger. Mais il a fallu attendre plusieurs jours pour que Mantine considère qu'elle peut le laisser manger comme ça, sans rien attendre. Pourquoi? Parce qu'elle disait, bon, c'est peut-être le bon cœur, mais il a fallu qu'elle insiste pour dire que c'est pas la peine, je lui offre la nourriture. Et c'est ça aussi, le profond respect de l'autre. Ça veut pas dire qu'il y a on va dire, une méfiance, mais ça veut dire que on laisse à l'autre la possibilité de se rétracter. C'est pas la profitation. C'est pas parce que je t'ai donné une feuille une fois, une feuille double, que deuxième fois, donne-moi une feuille. Non, je t'ai dépanné une fois, prends conscience que c'est du dépannage. Donc, c'est ça comme ça nous apprend. C'est-à-dire qu'on laisse à l'autre la possibilité de se rétracter ou de continuer dans sa bonne action parce qu'elle voyait que, en quelque part, José était assidu. Oui. Non, c'est intéressant de comparer les valeurs. Les valeurs, bon, je ne je ne dis pas qu'il n'y a plus de valeur aujourd'hui, mais cette notion de respect, comme tu dis, ce n'est pas parce qu'on a fait une chose pour toi que ça doit être une habitude. Oui. Et ce qui est bien, c'est que la personne à qui on rend service, en tout cas à l'époque, était consciente de ça. Oui. Le but n'était pas d'abuser, soit de l'hospitalité ou du dépannage, du service était fait. C'était, voilà, nous avons été aidés à ce moment. Et puis, donc, on peut continuer notre route. Mais on a plutôt l'impression, par exemple, si c'est pour faire un comparatif avec certaines personnes aujourd'hui, ce serait, tu as déjà fait une fois, donc tu peux le faire une deuxième fois, tu peux le faire une troisième fois. Oui, sans demander l'accord de la personne. Autrement dit, on impose. Et quand tu disais que c'est pas qu'il n'y ait plus de valeur, aujourd'hui, il faut les reconstruire. Oui. Il faut les réinterroger. Et ça doit se faire d'abord dans les familles. C'est d'abord une tâche de l'éducation. C'est vrai que l'enseignant peut le faire, mais je dirais qu'il y a un travail. Et quand il y a des défaillances pour X raisons dans les familles, les défaillances ne sont pas liées à simplement un manque d'argent. C'est aussi, je dirais,
il y a un manque d'amour dans les familles aussi. Non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que cet univers-là peut rendre les gens de plus en plus insensibles. Et ce qui est beau dans ce roman, c'est que malgré cette exploitation, Mantine, malgré sa, je dirais, sa rigueur Oui. dans les principes, d'accord, mais elle sait et José sent que Mantine l'aime. Alors qu'il a beaucoup plus de distance vis-à-vis de sa mère. Sa mère qui peut lui donner plus de confort matériel, entre guillemets. Mais Mantine lui donne plus que ça. Son amour démesuré, puisque la vie de Mantine tourne autour de José. Et José, quand même, il le voit. Et c'est pourquoi José a un rapport non pas intéressé au savoir, mais il a un désir de connaissance. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a peut-être un rapport plus intéressé et plus monnayable au savoir et à ses artifices. Comme moi je dis, tu peux avoir un diplôme, mais ce qui compte, c'est non seulement le diplôme, mais le savoir que tu as derrière. Or, pour que tu puisses continuer à faire des études avec succès, il faut un savoir et une maîtrise du savoir derrière. Et le rapport désintéressé au savoir, c'est ça aussi que José nous montre. Il aime la lecture, il est perdu dans la lecture, maintenant, puis voilà quoi. Il n'y a pas de moment où il s'arrête. S'il a envie de lire, il lit. Et ça lui est venu comment cet amour de la lecture? Je pense que d'abord, José, quand on regarde bien, il y avait une véritable curiosité. Je pense que dans l'univers de l'habitation, il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup d'apprentissage, de la nouveauté. Parce que les jeunes sur l'habitation, même si ils ne pouvaient pas sortir, mais en fait, ils s'initiaient à de nouvelles choses tous les jours, parce que c'est au même endroit, et c'est le même carré, et pourtant on trouve quelque chose de nouveau. Et donc, le rapport avec le livre fait voyager. Et je pense que c'est ça aussi qui a plu à José. Et par son travail acharné, José a vite compris que si je ne veux pas travailler comme ma grand-mère, aussi, donc dans ce que je fais, il faut le faire bien. Il faut le faire bien et il faut le faire le mieux qu'on peut. Et c'est ce qu'il s'est attaché à faire face à la générosité de Mantine. Donc, quand on regarde aussi je dirais, ce qui transparaît dans le roman, c'est cette idée que nous pouvons, malgré les difficultés, nous pouvons avoir un rapport, on va dire, pas totalement désintéressé, mais un rapport totalement libre au savoir. C'est-à-dire qu'on peut lire un ouvrage même si on ne va pas t'interroger dessus. C'est ça, c'est ce que j'appelle un rapport désintéressé. Et donc, je lis parce que j'ai envie de lire. Et parce que ça me fait plaisir, parce que c'était un moyen de s'évader aussi, le livre. Et ça, quelles que soient les époques et les âges. Tout à fait. C'est un moyen de s'évader. On n'est plus assigné à l'habitation, même si on est à l'école, mais on voit ailleurs à travers les personnages. Et c'est ça la puissance évocatrice du livre. D'accord? Alors, quand il dit, par exemple, alors, ce qui, à la fin, il parle de Mantine. Et il dit la chose suivante: Mantine était encore retournée dans les champs. Elle ne se sentait plus de force. Si elle continuait à sarcler les hautes herbes, ces herbes aux racines cramponnées
dans l'argile noire des canets. Je rappelle que la banane, c'est une herbe, ainsi que la canne. Oui. D'accord? Donc, c'est pourquoi. Donc, il faut le savoir quand même. C'est pas un arbre, hein, le bananier, c'est une herbe. C'est pareil pour la canne. C'était simplement parce que la misère ne tue pas de mots violentes. Préférant attendre au moment propice le concours décisif de quelques malaises apparemment banals. J'écrivais chaque semaine à ma grand-mère. Pourtant, elle ne savait pas lire. Hein. Lui répétant que bientôt j'allais quitter le lycée pour travailler dans un bureau, sans doute. Et qu'à ce moment-là, elle et Mandilia, c'est-à-dire sa mère, seraient toutes deux réunies avec moi dans ma maison. Je lui envoyais en même temps une poignée de tabac tiré des mégots de M. Lasséou. Et que je récupérais, que ma mère récupérait chaque jour. Et un grand soulagement m'emplissait à la fin du mois lorsque, ayant touché les 150 € de ma bourse, j'allais, avec l'assentiment de ma mère, c'est-à-dire son accord, lui adresser un mandat poste de 20 francs. Autrement dit, voilà José qui touche sa bourse et qui envoie de l'argent à sa grand-mère. C'est magique, je dirais que c'est puissant. Oui, c'est puissant d'affection. Je ne disais rien. Mon cœur devenait chargé et prêt à éclater comme le temps. C'est-à-dire débordé de tendresse. Si nous étions à table, Mandilia s'arrêtait de manger, je repoussais mon assiette, je me levais, serrant les mâchoires pour ne pas m'attendrir. Et ça aussi, il a appris. Il a appris à ne pas montrer ses émotions. Et il le dit dans le roman. Parce que c'est ce qu'il a compris aussi de Mantine. C'est qu'on n'a pas besoin de gestes, je dirais, débordants. Mais il y a des choses qui ne trompent pas. Le fait qu'on s'occupe et que la vie tourne autour de vous, ben ça suffit. Qui nous indique? Ça indique comment Mantine aimait José. Tout à fait. Donc, il n'y avait pas « je t'aime, mon chéri », etc. Et donc, on a gardé ça dans notre culture aussi, jusqu'à présent. Exact. D'accord? Ne jamais dire réellement « c'est bien ». Tu peux mieux faire. Mais tu peux mieux faire. Tout le monde peut mieux faire. Même à la fin, tu peux mieux faire. Donc, non, tu as bien fait. On a du mal à dire « c'est bien ». Un 14, c'est bien. Puisque à l'examen du bac, 14, c'est bien. Oui, mention donc, bien. eh bien, mention bien. Mais pourquoi? À partir de 16, c'est très bien. Et un 10 peut être très bien, parce que si tu sors de 4 et tu arrives à 10, je te dis bravo, très bien. Il y a certains concours où 10 c'est très très bien. Oui, c'est pas certain. Tous les concours de l'enseignement, quand tu as 10, c'est très bien. Quand tu as 10, c'est très bien. Donc, c'est ça aussi. Bon, il y a peut-être ce côté où pourquoi on a du mal à dire que c'est bien? Peut-être parce qu'on a peur que l'autre arrête de faire les efforts ou ne continue pas, se dise ben c'est bien, je suis arrivé, j'abandonne ou bien je laisse. Je sais pas, j'essaie de comprendre la psychologie. Oui, D'ailleurs, mais moi je crois aussi que si on a du mal à dire que c'est bien, c'est parce que en quelque part on est dans une perfection, on est perfectionniste. Or, justement, la vie n'est pas perfection. Et la vie doit être sans cesse améliorée. Et donc, il n'y a pas une perfection. On fait au mieux. On fait du mieux qu'on peut. Et faire déjà ça, c'est très bien. Et c'est ça. C'est-à-dire que, bon, on est peut-être prisonnier d'une forme de perfection, comme si il y a un progrès illimité. Il n'y a pas de progrès illimité. Même dans les sciences et même dans les techniques. On voit bien que les choses sont ambivalentes. Une technique peut être positive comme elle peut être négative. Tout dépend. Le téléphone, ça sert à nouer des contacts et tout, mais attends, mais quand tu
tu utilises trop, ça t'empêche d'être en contact avec les autres, puisque quand tu manges, tu tapotes, et celui qui est à côté de toi, tu ne le regardes pas. Autrement dit, s'il tombe, s'il fait un malaise, tu ne sais même pas. Il peut tomber même et faire un grand bruit, comme tu as tes écouteurs totalement absents. Autrement dit, on vit dans un monde clos. Donc, c'est pas la technique, ce ne sont pas les principes en eux-mêmes qui peuvent être négatifs. C'est la manière dont on les met en œuvre et on tire on va dire, les enseignements. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je dirais que quand on lit et quand on réfléchit sur ce roman autobiographique, ça permet de voir comment aussi, je dirais, l'école aujourd'hui ne peut pas être simplement un outil pour distribuer des diplômes. L'école, et c'est ça son but, doit nous indiquer quel rapport qu'on doit avoir avec un savoir. Parce que sinon, si je ne vise que le diplôme, j'ai un rapport utilitaire avec la connaissance. Autrement dit, quand j'ai mon diplôme, je ne lis plus rien, je ne me forme pas, je sais tout. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est une réalité pour beaucoup, malheureusement. Autrement dit, on considère le diplôme comme une rente. Donc, tu as eu le diplôme de l'ENA, etc., titita, mention, très bien, ou encore promotion, major. Et là, tu as ça à vie. Comme tu as ça à vie, ça t'empêche de voir le réel, que le réel change, que tu as des personnes derrière, que ce ne sont pas des numéros, que ce sont bien des personnes avec leur histoire, avec leur culture, etc. Et ce qui est intéressant dans le roman de Zobel, c'est qu'il montre en quelque part que plus tu montes en termes de savoir, plus tu risques de t'éloigner de tes origines, de tes valeurs et aussi de ta culture. Donc, autrement dit, on doit toujours faire cet effort. Et ce qui est intéressant dans le parcours de Zobel, c'est qu'il ne sera pas marqué par la négritude, contrairement à Césaire. Autrement dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis martiniquais, je suis nègre, je suis français, sévenol, et il dit, je suis la somme de ses appartenances. Et ça, c'est bien l'époque de Césaire. C'est-à-dire que, je vais peut-être retrouver la lettre où il dit, dans un de ses courriers à son ami, que la négritude, c'est quelque chose qui peut nous emmener loin, et c'est faire de la politique. Alors, je ne sais pas si je l'avais... C'est vrai que peut-être une des différences entre Césaire et Zobel, qui avait 2 années d'écart, puisque Zobel est de 1915, Césaire 1913. Césaire était plus engagé politiquement, tandis que Zobel est plus resté dans la sphère littéraire. Alors, voilà ce qu'il dit dans une lettre de 1946-47. Alors, Joseph choisit souvent de mettre l'accent sur son assimilation dans la société française au lieu de se concentrer sur les différences perçues. La France, semble-t-il, lui permet de se libérer des racismes intériorisés, si profondément enracinés dans la société martiniquaise. Mieux encore, Joseph explique à Valbrun, qui est son camarade, que son séjour en France l'a obligé d'envisager un combat universel qui transcende les questions de race. Donc, autrement dit, Zobel fait l'expérience de ce qu'on peut appeler le cosmopolitisme, c'est-à-dire les manières différentes de vivre et l'acceptation. Parce que l'universalisme, c'est quand on dit que tout le monde
tous les individus sont égaux, on pose le principe. Par contre, ce qui relève du cosmopolitisme, c'est ce qui relève de la diversité des manières de vivre. Donc c'est différent. Donc lui, il apprend aussi bien l'universel que l'aspect cosmopolite. Je vis comme ça en Martinique, je suis dans les Cévennes, je viens ici, etc. Donc il faut l'apprentissage des deux. Le principe de l'universalité, de l'égalité, et aussi la diversité dans les manières de vivre. Et c'est ce qui est intéressant chez Zobel. Peut-être que ça ne correspond pas à ce que veulent les gens aujourd'hui. Mais c'est ça, on ne lit que ce qu'on veut lire, hein. On va vers ce qu'on veut. Alors que d'autres avant nous ont déjà réfléchi. Ils ont fait l'expérience. Mais bon, on préfère tout mettre sous le boisseau, c'est-à-dire caché sous le tapis. Ils diront c'était une ancienne époque, les temps ont changé. Nous Non, sommes en ça n'a pas 2022. tellement changé. Mais c'est intéressant la façon dont, juste pour conclure, la façon dont tu as abordé les choses. Je me suis dit, mais tiens, est-ce que, je ne connais pas son histoire, est-ce que Édouard Glissant ne se serait pas inspiré de lui? Bon, aussi. Forcément. Non. Beaucoup de Martiniquais, justement, en tout cas d'une certaine génération, ont quand même lu Zobel, étudié Zobel, mais avec ton explication, je me suis dit, tiens, je pense à Édouard Glissant, mais Zobel était avant Glissant. Oui, mais je dirais que justement, si Raphaël Confiant rend hommage à Zobel, parce que on peut dire que c'est le précurseur de la créolité. Autrement dit, l'habitation de plusieurs identités. C'est ça que Zobel veut dire. C'est-à-dire que je me sens martiniquais, mon cœur est martiniquais en France et d'ailleurs. Quand les jeunes partent, ils se sentent plus martiniquais quand ils partent que quand ils sont ici. Oui. Donc, ils demandent aux parents, est-ce que tu peux m'envoyer un document sur tel et tel, sur le rhum, sur la canne, sur la banane, et bon, écoute, il y a un patrimoine là, bon, je voudrais avoir, parce que je dois faire un exposé pour ma promotion. Ils deviennent plus martiniquais. Et donc, par conséquent, c'est ça que ça signifie. Donc, on peut comprendre que l'expérience, d'ailleurs, quand on lit ces 25 lettres que sa femme a conservées, il n'a pas conservé les réponses de sa femme, hein, pour la petite histoire. D'accord, on ne l'a pas retrouvé. Par contre, sa femme, qui est morte à plus de 90 ans, oui. Eh ben, elle a conservé avec beaucoup de précaution les 25 lettres reçues par son mari, Joseph Zobel. Et on est sûr qu'il y avait 25. Ah oui, mais oui, elle a conservé 25. D'accord. Bon, voilà. Tandis que lui, on n'a rien retrouvé. Non, tandis que ses courriers, ben non, on ne les a pas retrouvés. Donc, on n'a pas bien cherché. Non, on n'a pas bien cherché. Je pense qu'il a eu 3 enfants, donc si Zobel avait conservé, on aurait trouvé. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle est conservée. Parce que, on retrouve les mêmes difficultés d'adaptation. Il dit dans un de ses courriers, j'ai froid, je mets 3 pulls. Ben oui, j'ai froid, je mets 3 pulls, ce qu'on peut faire encore aujourd'hui. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Voilà, donc, pour dire que comment... c'est ce qu'on peut expliquer comme un détail, finalement, ça fait partie de notre adaptation à un milieu qui nous est étranger et puis totalement différent. Parce que le voyage se fait par bateau, par le Colombie. Donc ça prend une dizaine de jours. C'est pas l'avion, c'est le bateau. Je dirais que c'est un bananier. Donc il y a du commerce, c'est vraiment pas les bateaux que l'on connaît aujourd'hui. D'accord, c'est vrai que ces bateaux-là prennent des passagers, mais il y a aussi un commerce de la marchandise. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence pour cette présentation, ce retour aux sources avec un classique, La Rue Cazenègre de Joseph Zobel.
Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le faire. C'est très intéressant. C'est un roman autobiographique. Et si, comme Marie-Laurence, vous souhaitez nous présenter un roman, un ouvrage, un coup de cœur, c'est possible de le faire. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Merci Marie-Laurence. Oui, c'est moi qui te remercie, Ludovic, et puis merci à ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, de nous regarder. Donc j'imagine que si tu es en bonne santé, tu nous feras l'honneur de revenir. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est avec plaisir. En tout cas, merci chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.